obligé de recruter un nouveau chanteur qui Voilà. sort du groupe Wolfsbane Voilà. et qui s'appelle... Et qui s'appelle Blaze Bayley. Voilà. Blaze Bayley, on va dire un total inconnu pour la majorité des gens, moi le premier. Et donc quand on a découvert Bruce, ben, le choc a été assez rude. Déjà en premier lieu sur le premier album qui s'appelait... Alors, le premier album, si j'ai bonne mémoire, je me rappelle plus, mais tu vas me le dire. Eh ben, Trop de mémoire. Ben c'est simple, c'est celui qui est sorti avant Virtual c'est Eleven. incroyable. Donc c'est The X Factor. X Factor, faut que j'arrête là. Faut que j'arrête les cheveux longs. Voilà, The X Factor, donc X Factor tourné en 96. Moi j'étais au Zénith en 96. D'ailleurs j'ai perdu un petit bout d'oreille à ce concert. Donc on était au Zénith, voilà un Zénith qui était même pas plein, Maiden qui commençait à vraiment descendre dans les... pas dans les sondages, mais dans comment dire, les fans voilà, n'adhéraient Ouais, plus. dans l'estime un Ouais, peu, dans l'estime, voilà. Les fans n'adhéraient plus. Un Blaze Bayley vraiment à la peine sur scène, qui chantait plutôt pas très juste à certains moments. Les titres avec Dickinson, c'était l'enfer. The Trooper, c'était impossible pour lui de monter dans des notes qu'il ne pouvait pas atteindre. Par contre, l'album était assez noir, hein, puisque Steve Harris sortait d'une période noire, lui aussi il venait de divorcer, donc on avait des chansons qui étaient assez lugubres. Par contre, il y avait on retrouvait The Sign of a Cross, qui était quand même un titre d'une dizaine de minutes. Qui est formidable pour moi. Voilà, il a été tellement... C'était un tellement bon titre que même Dickinson l'a chanté sur des tournées par après. Okay, donc voilà, 96, une tournée mi-fugue, mi-raisin, qui débouchera sur un autre album qui s'appellera Virtual Eleven, toujours avec Blaze Bayley. Et ce Virtual Eleven, ça sera pas ça du tout, quoi. Le groupe inclut des cuivres dans certains morceaux. C'est un petit peu la cata, on sent que ça part en couille et que voilà, le groupe, on se demande vraiment où on va, quoi. Et donc moi je les ai vus 2 fois sur cette tournée, je crois que c'était à Nancy et je sais même plus où. Voilà, Ouais, mais ça m'a pas marqué. Ouais. 98, 5 octobre 98. Ah oui, À Besançon. Oui, Francky. Viens de chez nous. et tu vois, ça m'a même pas marqué Maiden à Besançon. Pourtant, j'avais eu la chance à la sortie d'aller dans le tourbus pour prendre des photos avec Harris et toute la bande. Et oui, tu vois, je l'ai complètement oublié. C'est même pas un montage, ça. C'était un concert qui était quelconque. Et en fait, ils commencent à faire les petites villes. Ils faisaient Besançon. Le lendemain, ils étaient à Mulhouse. La veille, ils étaient à Clermont-Ferrand, je crois. Voilà, ils commencent à être dans des salles de 2000 personnes. Et là, quand tu es passé à des festivals comme Donington où tu as 100 ou 200 000 personnes et tu finis à 2000, ça commence à devenir un peu pas trop bien, quoi. Mais les fidèles étaient quand même là. Hein, Voilà. Francky, t'étais là. J'étais là, j'étais présent. Ouais. Voilà. Donc voilà. Premier concert de Maiden. Ah, premier ? Eh oui, Voilà. j'ai jamais trop eu la chance d'avoir fait d'autres concerts. Bah écoute, ça vient. Mais bon, comme c'était dans les parages, j'ai dit allez, on va faire un petit effort. Voilà. Ouais, non, mais le peuple franc-comtois s'est un petit peu bougé, mais on peut pas dire qu'il y avait pas de monde dans ce concert-là, mais voilà, il y avait plus un groupe qui était porté par Dickinson, qui était un vrai frontman et qui tirait tout le groupe, quoi. Maintenant, à cette époque-là, c'est Steve Harris avec sa basse qui doit aller chercher le public. C'est quand même un peu difficile. Blaze Bayley se sent de plus en plus mal sur la tournée Virtual Eleven parce que les fans l'aiment pas, il se fait cracher dessus, il se fait bombarder.
c'est nul pour lui, voilà, mais après, voilà, ça a été le choix du groupe de le recruter. Je crois qu'ils l'ont assumé jusqu'au bout, quoi. Voilà, donc on va arriver au retour. Voilà, alors on arrive au retour de Dickinson, donc une année après. En fait, Maiden, il se passe quasiment quelque chose toutes les années. Et en 1999, donc Iron Maiden sort un jeu qui s'appelait... Je m'en rappelle plus. Voilà, un jeu qu'on s'en rappelle même plus parce que c'était vraiment pas un jeu très très bon. Ouais, et donc, la seule chose que je me rappelle du jeu, Headhunter. Headhunter, Ah. Je l'ai laissé parce qu'en fait, mais je connaissais, mais c'était un petit peu parce que le titre de la tournée, ça s'appelait le Headhunt Tour. Voilà, le Headhunt Tour. Et le Headhunt Tour, voilà, moi j'ai assisté à un seul concert, mais qui restera comme à jamais le meilleur concert que j'ai vu de Maiden. C'était le 9/9/99 à Bercy. Et là, je crois que vraiment, j'ai jamais connu un concert aussi court. Et aussi, voilà, c'était le top de la première minute, c'était les frissons. Jusqu'à la dernière, et vraiment on a vécu un concert mais de folie. Les gens, c'était Megadeth en première partie qui avait déjà bien chauffé la salle, mais après voilà, ça a été la folie sur ce concert. Les gens ont gueulé depuis l'intro Essiza jusqu'au dernier des titres, et vraiment le retour de Dickinson, mais surtout de Dickinson en forme, et qui avait vraiment envie de donner. Pas un Dickinson qui était revenu pour se faire du fric, Dickinson qui avait vraiment envie de chanter. Et donc je vous ai apporté juste un petit collector, ça s'appelle Back to the Front, et c'est un pirate, un live, un bootleg, comme vous voulez, de ce concert-là, le 9/9/99, voilà, où on retrouve Eddie lobotomisé en jeu vidéo, voilà. 9/9/99. Voilà, puis l'écriture qui me fait penser à Retour vers le futur. Exactement. Je crois que c'était voulu. Je pense. Je crois que c'était voulu. Donc voilà, moi je vous conseille ça, si vous voulez un live, c'est celui-là en vinyle, tiré à 100 copies. Et ben je vous mets au défi de le trouver. Vous ne le trouverez pas. Voilà. Si, 100 personnes. Si. Enfin, plus que 99. Voilà. Donc cette année 1999, voilà, retour de Dickinson. Maiden marche plein pot. Et donc arrive derrière l'album Brave New World. Alors un album que personnellement je pense qui est la suite de Seven Son. Donc voilà, on a oublié Fear of the Dark, on a oublié No Prayer, X Factor que nous-mêmes on a oublié, Virtual Eleven qui restera anecdotique. Et donc le Brave New World... Même la pochette de Virtual Eleven cassait pas les briques là. Non. Il faut reconnaître que c'était pas représentatif Maiden là. Voilà, et donc en plus Maiden avait perdu son dessinateur emblématique Derek Rice. Donc voilà, Eddie changeait de physionomie. Donc en 2000, voilà, nouvel album, A Brave New World. Et le retour aussi, non seulement de Bruce Dickinson, mais d'Adrian Smith. Voilà. Et il se retrouve à 3 grattes. Voilà, Jannik Gers reste toujours dans le groupe, et donc il y a 3 guitares. Donc là on se demande un petit peu quand même comment ça va marcher. 3 guitares, ça fait quand même beaucoup. Et donc on donne pas trop cher de la peau de Jannik Gers à cette époque, et on pense qu'il va être viré illico presto, et finalement non. Finalement non. 2017, il y est toujours. Ouais, 2017, la danseuse est toujours là, puisqu'elle est surnommée la danseuse, voilà. Donc cet album Brave New World, grosse tournée, perso, moi je les ai vus 3 fois. La première fois, donc on était aux Artefacts à Strasbourg, et puis une semaine après c'était à Bercy avec Slayer en première partie,
Et puis j'avais dû être aussi à Zurich quelques jours après. Mais c'était vraiment une tournée que moi j'ai super appréciée. On avait un Maiden en forme, on avait l'impression qu'ils étaient survitaminés. Là, c'était vraiment très bien. Voilà. Puis après Brave New World, Et ça ben, continue. ça continue avec quoi? Il- Je crois on compte plus les albums maintenant, hein. Non, on compte plus les albums et personnellement, moi je pense après Brave New World, on est arrivé au bout du Maiden, tout ce qu'ils avaient à dire, puisqu'on retrouvera l'album après Dance of Death, l'album aussi A Matter of Life and Death. Voilà. Voilà, tout ça qui feront des tournées où on commence à un petit peu se lasser, puisque au niveau scène, on reprend souvent la même scène, mais on change un petit peu le backline, quelques drapeaux en plus, mais il n'y a plus rien de nouveau. On est loin des tournées Power Slave avec des Eddie géants, la tournée Somewhere in Time. Voilà, on a l'impression que c'est un petit peu plus au rabais, mais ça c'est peut-être que mon impression, parce que le groupe maintenant marche sur ces tournées-là, marche plein tube, refait à nouveau les Bercy, oubliez le Zénith, oubliez le Palais des Sports pourris de Besançon. Maintenant c'est une grande ville par pays et un tour du monde, et voilà. Maintenant, c'est vrai que pour aller voir Maiden en France, c'est Paris. Puis qu'une date, hein, maintenant. Voilà. Plus, ouais. Donc voilà, le groupe a continué. Alors il y a eu tout ce qu'on sait après, les tournées Fly 666 avec le tour du monde en 50 ou 60 étapes, et puis plein de choses, mais... Et on a oublié de parler aussi d'un album, à moins qu'il soit sorti après, The Final Frontiers. The Final Frontier, voilà. Alors Final Frontier, c'est encore un album qui est bien défendable, celui-là. Ben, moi, perso, c'est celui que j'ai du mal à accrocher. Ouais, et parce qu'il est peut-être un peu progressif aussi, celui-là. Voilà. Et, un peu plus technique aussi. Ouais, mais c'est un bon album, et sur scène, j'ai trouvé vraiment cette tournée très très intéressante. D'ailleurs, tu parlais d'Eddie, on voit que derrière nous, sur scène, justement, Bruce en train d'essayer de lui éclater la tête, comme d'habitude. Voilà. Hein. Mais moi j'ai adoré cette tournée Final Frontier. J'avais fait les 2 dates à Paris et puis 2 dates à l'O2 à Londres aussi. Et vraiment, ce que j'avais apprécié, c'était cette ambiance anglaise, là, c'était quand même pas mal. Parce que le problème, ou plutôt l'avantage des Anglais, c'est qu'ils savent chanter en anglais. Et donc le public communie beaucoup plus que les Français. Les Français. Mais Bruce, il fait quand même des efforts à parler français sur scène. Hein. Voilà, ouais. Il fait beaucoup d'efforts. C'est un bon VRP. Et donc, on arrive au dernier album. Alors, le dernier album, The Book of Souls. Book of Souls. Voilà, c'est un album. Il n'apporte rien de plus à la pyramide. Il est là, on continue. Je vous en parle, je suis peut-être un peu blasé parce qu'en fait, c'est un petit peu un condensé de Dance of Death, de Matter, donc des titres qui sont longs, très longs, trop longs. Beaucoup de titres de 9 minutes, il y a même un titre de 21 minutes. Alors, on revient dans l'époque progressive, mais vraiment rock progressif des années 70, avec des morceaux à rallonge, le même arpège qui est joué sur des dizaines de mesures. Donc, moi je trouve, on tourne en rond. Et même sur scène, j'ai trouvé que cet album était dur à défendre, bien qu'il y ait une mise en scène, avec l'époque Inca, Maya, tout ça, là, il
y a un effort, le public suit, mais bon, on se lasse parce que des morceaux de 10 minutes sur scène en concert, c'est quand même long, quoi. C'est quand même long. Voilà. À moins d'avoir un sacré jeu de scène. Mais il y a un sacré jeu de scène, mais même les morceaux, voilà, se tournent trop en longueur. Et donc là, moi, je les ai vus à Nyon l'année dernière, voilà. Voilà, un bon concert, mais mon 49e d'ailleurs, à Nyon, mon 49e concert de Maiden. Et ça sera pas un concert que... Voilà, c'était un concert. Je pense que dans un mois, le 50e, j'espère qu'il sera meilleur. Qu'attends-tu de Maiden, en fait? Quel jeu t'aimerais qu'il... Ah, alors moi, j'attends plus rien. Hein. Il y a longtemps que j'attends plus rien. Moi, j'ai passé ma vie avec eux, hein, depuis 1981. Je les ai suivis sur pas toutes les tournées, puisque voilà, quand on habite... où j'habite dans le trou du cul du monde, on n'a pas spécialement des parents qui peuvent faire le déplacement à Paris dans les années 80. Hein. Mais depuis que j'ai vraiment eu... parce qu'on a quand même oublié de dire que Maiden est passé à Besançon en 1983 pour le World Peace Tour. Hein, C'est exact. Avec MSG en première partie. Hein, ça s'appelait le combat hard de l'automne avec 2 points qui... Mais je pense que Francky vous mettra là, je lui passerai le billet pour qu'il vous montre ça. Voilà. Donc moi, oui, je n'attends plus rien. Je continue ma vie de vieux fan. Hein, à 50 ans, voilà, je les suis depuis 11 ans. Ouais, ça fait quand même quelques années, quelques dizaines de milliers de francs dépensés pour aller les voir. Et puis, c'est surtout, Maiden, moi, ça m'a permis de rencontrer énormément de fans depuis l'internet, depuis les années 2000, donc ça m'a permis de rencontrer plein de monde. Et en fait, un concert, c'est plus une fête, aller retrouver des gens qui habitent au bout du monde, et on sait que voilà, on se retrouve ce jour-là. Après, voilà, on a tous notre critique du spectacle, mais on y est quand même, donc on va pas cracher dans la soupe. On est bien content que Maiden continue. Et le jour où ils sont plus là, s'il faut se taper Muse, je crois qu'on aura beaucoup plus de mal à y aller et que je crois que je resterai devant ma télé. À regarder les vieux concerts. Ah ouais, peut-être, ouais. Ou la soupe aux choux. Pourquoi pas, ouais. Mais aussi, c'est vrai que Maiden, on a déjà entendu pas mal de musique de Maiden aussi dans des films. Ouais, là tu vas m'en dire plus. Déjà un que j'ai été surpris d'ailleurs parce que je m'en rappelais même plus. C'est paru dans... Il y a un des morceaux, et je ne sais plus lequel, était paru dans Freddy 5. Oui, c'était Bring Your Daughter to the Slaughter. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé dans le Rising Hell justement cette chanson quand la bonne femme se fait décapiter. Voilà. Coupé en deux, là c'était excellent, moi j'adore ça. C'était un album issu de No Prayer for the Dying, mais Ouais. qui à la base, ce morceau à la base était un morceau de Bruce Dickinson, hein, du groupe Bruce Dickinson, Voilà. hein, à l'époque Tattoo Millionaire. Voilà, et puis je crois que de commun accord, ils ont mis ce morceau Voilà. pour Voilà. Maiden. Voilà. Comme quoi, ils n'étaient pas si en tension que ça. Ouais. Je sais pas, ou c'est peut-être Dickinson qui pensait en vendre plus sous le nom de Maiden que sous son propre nom. Hein? Va savoir. Exactement. Donc, tu es aussi, comme on a pu le constater, un grand fan de Maiden. Ouais, Mais bah, aussi, je connais un petit peu. t'as quand même des sacrées belles pièces. Hein. Donc, tu peux nous en montrer quelques-unes là de pièces rares. Vous en avez déjà vu quelques-unes, mais c'est pas fini. Alors, on a fait vraiment une sélection assez rapide. Attendez, bougez pas. Alors moi je suis plutôt collectionneur de live, puisque c'est toujours le live qui m'intéresse le plus. Donc là voilà, ça je vous présente, ça c'est un pirate japonais, un live japonais de 1981. Et il est vraiment ultra rare, et la décence ne me
par descente, je n'en donnerai pas la cote, voilà. Mais ça vaut très très cher. Ok. Ce n'est pas la pièce la plus rare, mais elle est très recherchée. Et pour les fans, ceux qui s'intéressent au groupe, voilà. Ça, c'est la pièce ultime. Ça paraît pas. Hein. C'est une vieille photocopie. Hein. C'était le label Corniphone. C'était un label allemand de l'époque qui sortait vraiment qui a sorti les premiers bootlegs depuis 1974-70. Et ça, c'est vraiment la pièce ultime et vraiment, si vous trouvez ça, donc vous ne la trouverez pas en brocante, je ne vous rassure pas, mais vous ne la trouverez pas en brocante. Mais voilà, ça c'est un coffret 3 disques qui est pas spécialement intéressant, mais voilà, c'est la pièce la plus rare et ça vaut dans les, allez, pour vous faire peur, au bas mot 1000 €. Voilà. Mais il y en a des plus beaux à vachement moins cher. La preuve, voilà, ça c'est quelque chose qui est sorti en 1994, que je pense certains ont déjà vu. C'est pas spécialement un pirate en vinyle, ce serait même plutôt en CD, mais voilà, il est comme ça. Voilà, c'est un truc italien. Les Italiens réalisaient de belles choses des fois. Et voilà, ça s'appelle Phantom of the Opera. Et je pense que c'est une belle pièce à avoir que vous pourrez toucher dans entre 60 et 90 €. C'est déjà une somme, mais après on est fan, on n'y est pas, et voilà quoi. Voilà, collectionneur ou pas. Voilà, collectionneur ou pas. Et puis je vous présenterai aussi une petite pièce qui est très très rare. C'est le promo 2 Minutes to Midnight japonais, un disque promotionnel, donc blanc. Alors, j'ai eu la version originale. Celle que je vous présente, c'est la version pirate. Hein. Mais j'avais eu la version originale et que j'avais économisé très longtemps pour me payer, puisque je l'avais payé quand même 2500 € hein, pour un petit 45 tours. C'était un gros sacrifice. Bon, après, je l'ai revendu, quoi. Je l'ai revendu parce que ça me faisait peur, des pièces comme ça. Voilà. Donc ça, c'est sa version pirate que vous pourrez trouver peut-être à 30-40 €. Hein. Ça paraît déjà cher pour un 45 tours, mais c'est rien à côté de la version originale. Voilà. Que j'avais cherché des années et des années. Et voilà, j'avais cassé la tirelire. Eh ben, tu sais quand même, ça m'a fait super plaisir de t'avoir dans l'émission. T'as bien raconté les choses, mais il manque quelqu'un. Ah, il manque quelqu'un. Attends, je vais aller voir où il est, Stan. Là. Bouge Ouais. pas. Bouge pas. En attendant, j'espère que cette émission vous aura plu. Une petite surprise est en train de se concocter. Je vous dis à tout à l'heure. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la personne qu'on attendait est enfin arrivée. Voici Eddie. Il manquerait plus qu'on le décapite, t'as pas Eh ben ma foi, les métalleuses et métalleux, merci à vous de nous avoir suivis. Et on dit Stéméto. Oh,